Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face avec David Lisnard, qui est maire de Cannes, vice-président et porte-parole de l'AMF, l'Association des maires de France, et qui a signé d'ailleurs une tribune qu'on peut signaler au Figaro Vox, la folie bureaucratique française. Et moi, je suis très heureux de recevoir David Lisnard, parce que quand on dit que tous les politiques se ressemblent, qu'ils sont tous moulés, dans le même moule, le même format, formaté, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des politiques qui sortent des sentiers battus, qui sont en plus des hommes de terrain. Le maire de Cannes, ce n'est pas un tout petit village, Cannes, et puis qui font, je veux dire, qui sont dans le réel, qui sont dans le quotidien, et qui en plus ont le recul pour expliquer ce qui se passe, notamment cette gestion de la Maison France. Mais d'abord, David Lisnard, il faut vous dire que vous m'avez fait un grand plaisir ce matin, parce que vous avez fait un tweet sur Romain Gary. Et merci. Vous me faites plaisir le fait de le dire, parce que vous avez fait un tweet sur le 40e anniversaire de son décès, et c'est vrai que c'est un immense écrivain, d'abord, on le sait, et c'est quelqu'un que j'ai connu et qui était quelqu'un de magnifique en plus, et c'est très beau. Vous dites les cœurs brisés peuvent arrêter ailleurs, c'est pas à cause de Gene Seberg. En tout cas, merci de l'avoir fait. C'est ce qu'il avait écrit, c'est ce qu'il avait écrit, c'est une citation de lui, c'est ce qu'on a retrouvé après sa mort. Et qu'est-ce qui vous a amené à... Écoutez, j'ai même créé avec mon équipe, on a créé une bibliothèque-médiathèque dans le quartier République où j'habite, qui est un quartier très populaire d'immigration à Cannes. Cannes est une ville très contrastée, avec un taux de pauvreté très élevé, historiquement, et aussi beaucoup de richesse, une ville très particulière. Et j'ai appelé cette bibliothèque-médiathèque Romain Gary, au cœur du quartier République. Et Romain Gary, qui dans ce quartier, qui est un quartier depuis 150 ans, un quartier d'immigration, qui disait pas une seule goutte, je n'ai pas une seule goutte de sang français dans les veines, mais c'est la France qui coule en moi. Et il aimait la langue française, comme un Sioran que j'adore aussi, et qui sont des esprits libres. Et il était compagnon de la Libération, grand admirateur du général de Gaulle, grand diplomate, aventurier, un peu mythomane, mari de Jeanne Seberg. Et il faut lire Romain Gary. Quand vous lisez Frères Océan, je suis ravi que vous ayez remarqué de pouvoir parler de Romain Gary. Et ça m'a touché. Et alors, David Lisnard, justement, vous avez écrit, Clémence en parlait, de ce qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs dans le Figaro Vox, mais au-delà de ça, justement, l'homme politique que vous êtes, et ça, on va pas juste parler du gouvernement actuel ou du président de la République actuel. Qu'est-ce qui se passe pour vous qu'est-ce qu'il y a que cette espèce de gestion de la Maison France, d'administration dans tous les sens du terme de la Maison France, on arrive à un tel point, je dirais, enfin personnellement, d'impasse, de cul-de-sac dans tous les domaines, et pas seulement celui du Covid. Comment vous analysez ça ? Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les clés, mais d'abord, vous disiez tout à l'heure, j'étais atypique, mais beaucoup de maires les maires, ce sont des praticiens. C'est-à-dire que c'est comme un médecin praticien, donc on est obligé de prendre des décisions, parfois dans la tourmente. Et on essaie de se documenter, mais beaucoup de maires font très bien le boulot. Voilà, je veux le dire, parce que c'est une réalité dans toute la France, quelle que soit leur couleur politique, leur âge, leur classe sociale. Ensuite, homme politique, c'est quelqu'un qui a été élu. Donc on est mandaté, et moi j'ai des mandants et je rends des comptes à des voilà, comme c'est aussi simple que cela. Je suis un habitant parmi les habitants, et donc on essaie d'analyser des situations. Pour vous répondre à votre question, des copropriétaires de la maison, en faisant un peu plus de projection et en édictant des règles qui s'imposent aux autres. Donc, mais il faut garder cet esprit-là et comprendre qu'on est là de façon éphémère bon. Sur la question, moi, quand on regarde la façon dont le pays est dirigé, et c'est pas nouveau, ça s'accentue, je trouve, avec la Macronie, mais on a des gens très souvent compétents et intègres, contrairement à tout ce que l'on entend, mais qui prennent des décisions qui sont totalement déconnectées de la réalité, et qui même souvent ne sont pas exécutées. C'est-à-dire qu'on a un double effet. On a l'effet, à mon sens, du théâtre politicien, qui est fait d'affichage, d'annonces. Il y a une émotion collective, on la partage, elle est stimulée par les réseaux sociaux, et donc on légifère, et on ajoute... on légifère sur l'émotion, quoi. Et on légifère sur l'émotion, on ajoute une couche de plus à la législation. Il faut savoir que chaque année, il y a 1800 décrets qui sont nouveaux, qui s'ajoutent en 1800 France, décrets par an. En plus du reste. Il y a plus de 80 lois, il y a 50 ordonnances, donc on a un millefeuille législatif et réglementaire extrêmement lourd en France. Et donc il y a cette com.
Et ensuite, il y a l'exécution. Et l'exécution, souvent, on l'abandonne à des administratifs qui sont des gens eux-mêmes bien formés, mais qui n'ont jamais vécu dans l'économie du risque, qui ne comprennent pas qu'il y a des décisions qui, pour des gens, font en sorte qu'à la fin, ils n'ont plus rien à manger à la fin du mois. Moi, j'ai bossé dans le commerce, j'ai eu un petit commerce, j'ai travaillé dans ils ne sont pas du tout entrepreneurs, ils ne savent pas ce que c'est que l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut les deux. Il faut maîtriser le langage administratif, il faut comprendre. La gestion de l'État est complexe, mais il faut aussi comprendre la vie de ceux qui sont dans l'économie du risque. Donc, ça, c'est un premier point. Et surtout, il y a au sommet de l'État parce qu'il y a des effets de consanguinité, de cooptation très très accentués en France par les corps administratifs, les grands corps, etc. Pour pas parler de l'ENA, etc. Pour réussir dans ce genre d'établissement et d'école, il faut reproduire de la copie à l'identique de ce qu'ont fait les autres avant. Donc il y a un conformisme dans la haute administration de gens souvent de qualité. On a une administration qui est plutôt de bon niveau par rapport à d'autres pays, mais qui fait qu'il n'y a aucune créativité. Aucune rigueur, et finalement on arrive à avoir cette rigidité qui enlève beaucoup de pouvoir aux représentants du peuple. Il y a un problème aujourd'hui d'expression de la souveraineté populaire par la politique. Donc c'est l'équilibre, c'est ce que dit un Marcel Gauchet notamment, ou un Jacques Julliard, donc des personnalités qui ne sont pas forcément de droite, qui peuvent être de gauche, mais l'équilibre entre l'état de droit qui doit protéger des droits individuels et la souveraineté populaire qui doit permettre d'impulser des politiques. Et donc ce conformisme de l'administration, le fait qu'il y ait de la sécurité de l'emploi absolue, que le statut qui date de 1946 soit à mon sens obsolète, on a du mal à récompenser les bons, qui sont nombreux, il y a de très bons fonctionnaires, on a du mal à sanctionner les mauvais. Il n'y a rien. Il y en a, mais dans la réalité, c'est les systèmes de primes, en fait, il y a toujours l'ancienneté qui arrive dedans. C'est un maquis administratif. Donc ce conformisme sclérose l'action publique, et c'est ce que l'on retrouvait d'ailleurs. Et quand il y a une crise, c'est manifeste. La crise du Covid, en fait, elle révèle ce lent déclin de la capacité française d'agir en France. Donc la crise de la démocratie qui est la nôtre, et qui est à mon avis un des défis majeurs de notre époque. Il faut absolument arriver à retrouver des marges de manœuvre opérationnelles, à redonner du pouvoir aux politiques, c'est-à-dire au peuple. Mais c'est un long débat. Vous m'engagez, vous partez bille en tête sur une question ouverte qui serait très longue. Non, mais c'est fondamental, parce que si on ne résout pas ça, et il y a les moyens de le résoudre, on va en parler, on ne résout rien. On va continuer avec David Lisnard, le maire de Cannes et porte-parole de l'Association des maires de France, tout de suite après les infos, et puis vous, auditeurs de Sud Radio. Vous pourrez réagir à partir de 13h15, vous appelez au 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. David Lisnard, nous avons parlé effectivement de l'administration, nous avons parlé de l'état un peu des lieux, enfin on a parlé rapidement mais bien, mais quand même, et on disait là hors antenne, et vous me disiez effectivement que la crise du Covid-19, la crise de la gestion du Covid-19 et la crise elle-même était ce que Cocteau appelle un miroir qui réfléchit, c'est un miroir de la situation de la France. En quel sens ? Oui, parce que en période de crise, il faut prendre des décisions rapidement. Et c'est là que l'on voit les contraintes de l'appareil administratif. C'est exactement ce que décrivait Marc Bloch dans L'étrange défaite en 1940. Et tout ce système hyper centralisé, hyper bureaucratisé, qui n'est pas, que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays qui ont été beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples, beaucoup plus pragmatiques, mais pas que l'Allemagne, des pays scandinaves, d'autres pays. Bon. Donc la crise est un révélateur de cela. Et donc là-dessus, la priorité doit être de sortir de cette gangrène bureaucratique pour redonner de la liberté. Moi, je me suis engagé dans la vie politique avec des convictions assez simples qu'il faut, à mon avis, réhabiliter. C'est la liberté pour la liberté privée. Moi, je crois aux libertés privées. Et toucher aux libertés privées, on doit le faire de façon tremblante et provisoire. Par exemple, en ce moment. Mais en ce moment, le fait ce qu'on a entendu ce matin sur une espèce de frontière pour empêcher les Français qui ne sont pas encore dans la pauvreté, malheureusement la pauvreté prospère, si je puis dire, mais d'aller skier en Suisse ou en Autriche, parce que ces pays ont été plus rigoureux que nous, ou tout simplement parce qu'ils ont mis un arbitrage différent entre le sanitaire, entre le biologique et l'économique et le social, me paraît délirant. Donc ces restrictions de liberté, on peut les comprendre de façon provisoire lorsqu'on les sent légitimes, mais en revanche, la liberté est source de création, est source de dynamisme. Il faut retrouver le sens de la liberté, la liberté individuelle et privée. En revanche, je suis aussi parallèlement pour l'ordre public. Or, on constate qu'on a de moins en moins de liberté
individuelle et privée, et de plus en plus de désordre public. Et je crois que tout est lié. On oppose souvent liberté et autorité. C'est parce que l'État n'arrive plus à exercer de façon précise son autorité sur le domaine public face aux dealers, aux casseurs, à tous ceux qui détruisent, qu'il multiplie les interdits généraux qui embêtent les honnêtes gens, l'immense majorité des gens qui respectent les règles. Et on ajoute des règles aux règles, et en fait on fait peu appliquer les règles à l'égard de ceux qui nuisent. Et c'est cette vision de la société, de l'action publique qu'il faut changer. Je pense qu'on est au bout de cette approche qui, depuis 30 ans, progressivement, fait décliner le pays. Et quelqu'un a dit, vous savez, c'est les réseaux sociaux qu'on vitupère, mais il y a du très bon aussi, quelqu'un a écrit « Pour nous empêcher de mourir, il nous empêche de vivre ». C'est le sophisme absolu. C'est-à-dire que c'est un peu aussi la vision ultime des ayatollahs écologiques, c'est-à-dire écologistes. C'est-à-dire que si on ne veut qu'il n'y ait pas de mort, il faut qu'il n'y ait pas de vie. Et c'est comme ça qu'on a toutes les théories, même pas malthusiennes, de décroissance, qui se réjouissent presque lorsque la population baisse. Vous voyez ce que je veux dire ? La montagne Sainte-Victoire peuplée d'éoliennes, par exemple. C'est intéressant. L'absurdité. Oui, puis ça renvoie aussi à d'autres. Finkielkraut avait bien défini ça. Comment on peut faire de l'écologie sans comprendre la poésie des paysages, sans respecter le patrimoine. L'écologie, c'est global. Donc, David Lisnard, ce que vous dites, c'est quoi ? En fait, c'est une gestion au doigt mouillé, c'est une gestion sans vista, sans vision, ou c'est le domaine de la communication, parce que on va se faire réélire, il faut qu'on se fasse réélire, et donc c'est ça. C'est tout cela, c'est-à-dire l'émotion arrive, donc on réagit avec des phrases incroyables en disant « je préfère fermer des restaurants qu'ouvrir des morgues ». Moi, je pense qu'il ne faut pas ouvrir de morgue, il faut protéger de la maladie, parce que cette maladie est une réalité, c'est une réalité, même si le taux de létalité n'est pas si élevé que ça, c'est une réalité, c'est une maladie grave, mais qu'en jouant sur la responsabilité, en sanctionnant ceux qui trichent, mais en jouant sur la responsabilité, eh bien, on doit pouvoir garder des restaurants ouverts avec des protocoles sanitaires, ce que beaucoup d'autres pays, ce que quasiment tous les autres pays font. C'est ça. Et c'est cette approche à la fois de manque de prévision. On sent bien qu'il n'y a pas eu de préparation cet été à la possibilité d'un retour de la maladie, alors que c'était une des hypothèses. Il y avait 3 hypothèses qui étaient envisagées depuis le mois de mai. Le gouvernement n'a pas travaillé. Souvenez-vous, le président de la République qui nous disait fin juin, c'est le retour des jours heureux. Moi, je trouvais cette formule incroyable, d'un paternalisme assez insupportable. Et puis, le bonheur, c'est individuel, ça ne dépend pas d'un président de la République ou de l'État. Et puis, c'est le retour des jours heureux. Alors, voilà. Puis maintenant, ça y est, c'est à nouveau. Et puis, à nouveau, allez, on ferme. On ferme, avec ce discours qui infantilise, qui déresponsabilise. On est des adultes, quoi. Et donc, on désigne des adultes aussi pour gérer le pays. Mais ce sentiment de condescendance infantilisante crée de la défiance. C'est pour ça qu'il y a autant de défiance. Parce qu'on sent qu'on a déjà, il n'y a pas de confiance. Mais vous savez, pour les gens qui parlent toujours de complotisme, qui est devenu une espèce de prêt-à-porter, comme on disait, populisme, et de mots valises qui fait tous les trottoirs, c'est que s'il y a effectivement des gens qui croient à du complotisme ou des interventions un peu délirantes, c'est parce qu'on leur cache tout. Et quand l'autorité ne dit pas la vérité, ne dit pas ce qui est, les gens vont chercher ailleurs. Je ne dis pas que c'est bien, mais il y a ça aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a eu un manque de préparation et de travail. Ensuite, il y a cette politique spectacle très théâtrale où le président de la République parle, les ministres apprennent à la télé ce qu'il va falloir mettre en œuvre, et où on reçoit les décrets d'application, les préfets et les maires reçoivent les décrets d'application après la date d'exécution des règles qui ont été annoncées. Des règles absurdes. Alors, souvenons-nous des sapins de Noël. Ça a été votre cas. Enfin, c'est votre cas. Comme tous les maires. Tous les maires vont dire. Alors, dans un premier temps, on peut le comprendre au début de l'épidémie. Bien sûr. Mais maintenant, presque un an après. Et puis, il y a effectivement aussi parfois un peu de condescendance dans certaines sphères, haute administration, etc., qui disent si on dit aux gens, ils vont pas comprendre, ou ils vont avoir peur, etc. Donc du coup, mais pour le coup, on nous fait encore plus peur. Bien sûr. Et je pense qu'il faut moins de communication de la part de l'exécutif, moins de communication, mais plus d'information. Et déjà de donner les bonnes données statistiques. Et rappeler que ça n'a rien à voir, la communication et l'information. Et ce qui crée la responsabilité. Et ensuite, beaucoup plus d'autorité à l'égard de ceux qui font n'importe quoi et qui mettent en péril la vie des autres, qui ne respectent pas les protocoles, etc. Qu'on cible l'autorité contre ceux qui transgressent, mais qu'on arrête de multiplier les interdits à l'égard de tous ceux qui veulent vivre leur vie correctement. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent. Alors justement, parlons un peu de Cannes. Par exemple, vous êtes arrivé, c'est votre second mandat, mais actuellement, David Lisnard. Et en fait, une ville, ça se dirige... Une ville, il y a 75 000 habitants, donc c'est pas une petite ville. Ça se dirige en fait
Vous pourrez dire, parce que mais comme une entreprise, quelque part. Je sais que ce que je vais répondre va me valoir beaucoup de critiques, mais moi je crois que oui, ça se dirige. Je crois que oui. Alors, on pose une vision, mais on dirige parce qu'on dirige sous contrainte et on doit essayer d'optimiser l'argent des contribuables pour rendre un service public. C'est-à-dire un service pour tous, ça nous distingue de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est universel et c'est ce qui est beau dans l'action publique et dans la politique et dans la fonction publique. C'est qu'on rend un service pour tout le monde. Qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, on doit bénéficier du service public. C'est l'universalité. Mais dans la modalité d'optimisation, de motivation, de recherche de performance, il faut chercher de la performance publique. Donc oui, je pense que ça se dirige comme une entreprise. Une entreprise a besoin aussi de sens, de vision, de signification. À une différence, c'est qu'on ne distribue pas des dividendes ou du profit, on distribue de l'intérêt général. Mais vous avez une obligation de résultat. Mais bien sûr, mais tant mieux. Et c'est comme ça qu'à Cannes, en faisant ce moi j'appelle un plan CAPEX dans une entreprise, c'est-à-dire en essayant d'améliorer l'outil de travail des agents communaux, donc les matériels, on a augmenté la productivité, ce qui nous a permis de trouver une capacité d'autofinancement, qui nous a permis à Cannes de baisser la dette depuis 6 ans de 55 millions d'euros, sans toucher un taux d'impôt, sans créer de fiscalité additionnelle. On est un des seuls territoires où il n'y a pas de fiscalité additionnelle sur les ménages par l'intercommunalité. Depuis... Donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a créé l'intercommunalité en 2014 et on n'a pas créé de fiscalité additionnelle sur les ménages. D'accord. Je sais que c'est la seule du Sud-Est et on a eu un satisfecit de la Chambre régionale des comptes, de la Cour des comptes sur cette gestion. Alors c'est pas une vision comptable ça. Parce que la vision comptable, elle fait des chiffres une finalité. C'est simplement de bien gérer l'argent des contribuables pour bien servir l'usager et de régler cette contradiction entre nous, les attentes que l'on a en tant qu'individu. On est parfois capricieux, il y a beaucoup d'images, donc il faut faire attention, où on trouve toujours qu'on paie trop d'impôts, mais on veut plus de services. Je pense qu'il faut apporter du service, optimiser l'argent des contribuables, mais aussi rappeler que la puissance publique, elle doit être limitée à certaines actions d'intérêt général et universel, mais pas s'occuper de tout. Le principe de subsidiarité. Bien sûr, mais la subsidiarité, le terme est techno, mais c'est un très bon terme, c'est une très très belle image. C'est-à-dire que chacun doit d'abord chercher à régler son problème lui-même, et ensuite on monte au niveau le plus élevé. Ensuite c'est la mairie, puis le département, etc. C'est un principe d'ailleurs qui est censé être dans la Constitution, qu'on n'applique plus du tout. Oui, c'est vrai. On se retrouve avec David Lisnard et avec vous, auditeurs du Sud Radio, après ceci. Avec ce numéro, 0826 300 300, c'est à vous de réagir maintenant. Vous pouvez évidemment intervenir et interpeller notre invité David Lisnard, revenir justement sur la folle bureaucratie française, sur la gestion de la crise, sur les problèmes de communication, et voilà, et revenir sur les vaccins. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous iriez vous faire vacciner? Et peut-être aussi, est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger pour faire du ski? On vous attend. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est bien vrai que les Français parlent au français, puisque c'est à votre tour justement de nous parler, de prendre la parole, de poser la question à André Berkov et à David Lisnard. On donne tout de suite la parole à Dominique, qui a composé le 0826 300 300, qui nous appelle de Châtenay-Malabry. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour Monsieur Berkov. D'abord, merci de me recevoir dans votre émission. Bonjour à Monsieur Lisnard également. Bonjour Monsieur. Je voudrais vous porter un témoignage par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la bureaucratie et les méfaits de la bureaucratie française. Oui. Moi, il se trouve que j'ai suivi un parcours inverse du parcours habituel, c'est-à-dire que je ne suis pas parti du public pour aller vers le privé, je suis parti du privé où j'ai travaillé 14 ans pour aller vers le public. D'accord. Voilà, où je suis rentré à l'âge de 40 ans en passant un des concours de la fonction publique réservé aux professionnels. Oui. Donc je voulais vous dire, j'ai donc une expérience assez particulière. On est très très peu nombreux en France à avoir fait le chemin dans ce sens-là, ne serait-ce que parce que ça se traduit par une baisse de rémunération à l'entrée. Donc je vais vous dire ce qu'il faudrait faire. Il faudrait conserver ce qui fonctionne dans le recrutement, c'est-à-dire ce dont M. Lisnard a parlé, l'honnêteté, et le niveau de recrutement, le niveau professionnel qui est excellent. Ce qu'il faudrait supprimer, c'est à l'entrée, il faudrait effectivement exiger des candidats, d'abord conserver le système du concours, qui est pour moi le système républicain par excellence. En revanche, exiger des candidats qui aient une expérience professionnelle, qu'elle soit du public ou du privé, ça n'a aucune importance, d'au moins, je dirais, 7 à 10 ans, de façon à ce que ceux qui prennent des décisions à très haut niveau aient effectivement cette expérience de terrain. Mais j'insiste sur le fait que ça n'a pas d'importance qu'ils aient l'expérience
expérience dans le privé ou dans le public. Pour avoir confronté les deux, l'important, c'est qu'ils aient une expérience professionnelle de façon à connaître les réalités. Mais est-ce que ça doit pas être, ça doit pas être sur le terrain quand même, que ce soit privé ou public? Pas forcément. Non, parce que je vais vous dire, ma profession antérieure, donc avant d'être fonctionnaire, j'étais avocat et je travaillais pour des PME, PMI. Donc je connais vraiment, je dirais, de l'intérieur. Donc moi-même, quelque part, j'avais une PME, PMI et je travaillais pour des PME, PMI. Donc franchement, je connais très bien les deux systèmes. Au passage, je vous précise que dans la fonction publique, ceux qui connaissent le mieux les PME, PMI, c'est peut-être paradoxal, ce sont les inspecteurs des impôts. Ils les connaissent de l'intérieur, vous allez me dire, et pour cause, mais réellement, ils en ont une connaissance intime, y compris de leurs problèmes. Bon, voilà, c'est juste un aparté. Voilà, et alors à la sortie, le gros problème, c'est qu'il y a trop de jeunes étudiants donc, qui n'ont pas cette formation professionnelle de 7 à 10 ans, qui font un bref passage par la fonction publique pour cocher une case, et qui ensuite ressortent soit vers le privé, comme par exemple dans le système financier, ou pour faire ensuite une carrière politique. Alors c'est ça qu'il faut supprimer. Il faut que le fait de faire 7 à 10 ans d'expérience professionnelle soit suffisamment dissuasif pour que ces brefs passages qui ont juste pour but de booster le CV ne soient plus possibles. C'est très simple en fait comme réforme, mais surtout, je dirais, conservons le recrutement par concours qui permet de garantir à la fois cette honnêteté et ce niveau. Et alors j'ai juste un dernier point. Si on prend la globalité des choses, je dirais que moi j'ai beaucoup interrogé mes collègues pour savoir pourquoi le système ne marchait pas, puisque j'étais rentré dedans, donc je voulais savoir ce qui marchait pas. Et de l'expérience qu'ils m'ont transmise, c'est très simple. La France est suradministrée et sous-gérée. Tout ce qui est gestion, c'est-à-dire la gestion pratique concrète au sens où on l'entend justement dans les PME, PMI, c'est dévalorisé, c'est méprisé, l'intendant suivra, la logistique c'est secondaire, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Donc de la gestion, de la gestion, de la gestion. Voilà. David Lisnard. Oui, Dominique, d'abord merci de votre témoignage, je souscris à ce que vous avez dit. Moi aussi je suis attaché au concours républicain. Pour aller dans le sens que vous évoquez, regardez ce qui a été décidé par le Premier ministre sur la relance. Je trouve que c'est tout à fait symptomatique d'une forme de délire français. On nomme des sous-préfets à la relance. Rien que l'expression me paraît incroyable. Quel est le pays aujourd'hui où on a des sous-préfets à la relance? Mais parallèlement, on empêche le premier secteur pourvoyeur de richesse et d'emploi en France de travailler, c'est-à-dire le tourisme, l'événementiel, le tourisme d'affaires. C'est 8% du PIB, c'est un peu plus de 8% des emplois qui aujourd'hui sont à l'arrêt avec une pauvreté qui va exploser. Et donc, comment peut-on faire de la relance en empêchant l'offre et la demande de se rencontrer? 1. 2. En nommant des sous-préfets qui sont des sorties d'école, qui sont certainement des jeunes gens très bien, qui sont des sorties d'école essentiellement ENA, qui vont arriver et qui vont s'ajouter aux préfets et sous-préfets existants qui sont déjà entravés dans leur action par la régionalisation des services de l'État, ARS, DREAL, enfin tous ces services directs qui donc ajoutent millefeuilles. Et des sorties d'école qui vont aller expliquer à des préfets comment il faut bosser, ou alors à des chefs d'entreprise comment ils doivent travailler, c'est absurde. Et ça, on le paye avec nos impôts. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre que ça se quantifie, tout cela. Ça se quantifie dans la codification extrême de notre droit et dans la multiplication des textes, parfois contradictoires, donc avec des injonctions contradictoires, mais cela se codifie aussi par les impôts et les charges. Enfin, il faut regarder cette réalité en face. Avant même la crise Covid, 46% de prélèvements obligatoires en France, c'est le record de l'OCDE, 56% de dépenses publiques avant le fameux quoi qu'il en coûte. Donc, tous les pays n'ont pas cela puisqu'on a le record de prélèvements. Donc, le moteur économique, il est de plus en plus petit et la caisse qu'il doit emporter de plus en plus grande. Et le gâteau se raréfie et en fait, les parts, c'est vrai, on a des maillots jaunes dont on se passerait vraiment. Merci Dominique, Clémence. Ouais, on va retourner au standard, on va donner la parole à Lisa qui nous appelle de Paris. Bonjour Lisa. Oui, bonjour Lisa. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Lisnard. Bonjour Madame. Alors moi je voulais revenir sur la question du vaccin. Donc pour moi très clairement le vaccin de ma part ce sera non merci. Je pense qu'il faudra me tuer pour me vacciner. On va pas aller jusque-là. On ne sait pas. Ouais. Et donc du coup aussi pour dire aux gens, parce que j'entends pas mal de choses autour de moi, notamment j'entends deux choses, et donc parmi ces deux choses j'entends notamment, de toute façon moi je suis contre le vaccin obligatoire, je suis contre le vaccin, mais on ne peut rien faire.
Et donc du coup, c'est la première chose que j'entends. Et à ça, j'ai bien envie de répondre, mais c'est faux. On peut tous faire quelque chose, c'est pas vrai. Il faut se bouger les fesses. Et donc si vous voulez faire des choses, notamment, il y a des pétitions qui circulent, vous pouvez les signer. Il y a des manifestations qui s'organisent, vous pouvez y participer. À titre d'exemple, moi je vais samedi là, place Pierre-Laroque avec les Patriotes, si ça intéresse des gens également. Et la deuxième chose que j'entends aussi très souvent, c'est... Place Pierre-Laroque, où ça ? À Paris. À Paris, d'accord, je ne la connaissais pas, c'est pour ça. D'accord, très bien. Et donc du coup, la deuxième chose que j'entends, c'est aussi, non, mais de toute façon, voilà, ils vont vacciner les personnes âgées dans les EHPAD, nous on est jeunes, on n'est pas concernés, tout va bien se passer pour nous. Alors au-delà de l'égoïsme, on va dire, de ce genre de propos, j'ai envie de dire, mais vous croyez vraiment qu'une fois qu'ils auront vacciné les personnes âgées dans les EHPAD, ils vont s'arrêter là ? Oui, donc d'autant plus, juste un mot, d'autant plus, Lisa, comme vous le savez, il y a déjà plusieurs compagnies qui ont dit qu'ils ne prendraient pas de passagers s'ils ne sont pas vaccinés. Enfin, au moment où le vaccin, et effectivement, ça peut s'étendre, puisqu'il y a eu un journaliste, et je ne commenterai pas, et je n'ai pas de jugement là-dessus, qui disait, mais écoutez, c'est très simple, ceux qui ne veulent pas se vacciner, il ne faudra plus qu'ils aillent au restaurant, au théâtre, au cinéma ou ailleurs, quoi. Alors, est-ce qu'on va arriver jusque-là ? J'espère que pas, mais le problème est posé. Exactement. Donc voilà, du coup, moi je dis, faut faire des choses, faut se bouger, faut à la fois pour nos anciens, mais aussi pour notre avenir et pour nous-mêmes. Bon, merci Lisa. David Lisnard, il y a quelque chose au-delà même du vaccin, et ça c'est quelque chose de fondamental, on l'entend beaucoup. Devant la situation telle qu'elle est, mais pas seulement sur le vaccin, beaucoup de gens disent, et ça c'est un vrai mal français, mais pas seulement, on peut rien faire. Vous savez, le sentiment de l'impuissance, le citoyen dit oui d'accord, mais c'est comme ça, on va essayer de garder nous, notre famille, tout ça, et puis le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est au-dessus de nous, etc. Et d'autres qui disent, comme Lisa, et encore une fois, ça va au-delà du vaccin, etc. Mais oui, on peut faire, faisons. Il n'y a pas un vrai problème là. Moi je ne partage pas l'approche de Lisa sur le vaccin, je le dis, je ne partage pas tout ce que j'ai entendu depuis ce matin sur certains points. Je pense que je parle pas du vaccin Covid et je comprends les réticences que l'on ressent. On parlait du vaccin Covid. Oui, voilà, des réticences que l'on ressent sur quelque chose qu'on va injecter dans le corps et qui est récent et qui a été produit de façon accélérée. Voilà. Ceci étant, il faut faire très attention à ne pas décrédibiliser le vaccin qui sauve des centaines en général. Il faut faire attention. Totalement d'accord. Voilà. On n'est pas anti-vaccin ici. Voilà. Il y a un moment donné, il y a des réalités aussi. Et on l'a vu, la polio et tout ce qui est parti. Et la raison critique doit s'exprimer, mais le vaccin. Les vaccins, dans l'histoire de l'humanité, depuis Pasteur, on est dans le pays de Pasteur, ont sauvé des centaines de millions de personnes sur la planète. Deuxièmement, vous soulevez la problématique du fatalisme. Et le fatalisme est absolument est un fléau, parce que le fatalisme conduit toujours au défaitisme. Et le défaitisme conduit à la défaite. Et c'est exactement ce que, d'ailleurs, là aussi, on en revient à l'étrange défaite. L'étrange défaite, oui. Il y avait deux causes à la défaite française. Il y avait le système de commandement qui était totalement bureaucratisé, avec du protocole. On n'osait pas déranger le général, qui lui-même n'osait pas déranger le maréchal, etc. Donc, alors qu'on avait en face un commandement très agile, très rapide, compagnie. Et parallèlement, l'état de la société avec les pacifistes de gauche complètement imbéciles et qui finalement ont été les idiots utiles d'Hitler et du nazisme, de même qu'aujourd'hui on a ça face à l'islamisme, on a les idiots utiles du terrorisme et de l'islamisme. Même cause, mêmes effets. Et parfois une lucidité aussi qui conduit une sorte de défaitisme, de dire on voit les problèmes, mais on n'y arrivera pas. Et moi, je crois à la responsabilité parce que je crois à la liberté. Je pense que c'est la liberté, la valeur cardinale, qui est la condition de la responsabilité. Aujourd'hui, on peut moderniser l'administration. Aujourd'hui, on peut mieux informer et créer du civisme. Il faut absolument un retour, un nouvel élan civique en France. Et cela ne peut passer que par la confiance, donc par la bonne information. Et ça passe aussi de ne pas rappeler, on marche sur deux jambes, pas de liberté sans responsabilité, pas de droit sans devoir. Il y a une symétrie. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. David Lisnard est encore avec nous. Donc vous pouvez lui poser des questions justement sur la gestion de la Covid, sur la bureaucratie, sur les erreurs de communication du gouvernement. Et puis on peut revenir évidemment sur les autres sujets, les interdictions d'aller à l'étranger pour skier peut-être, les vaccins, est-ce que ça vous fait peur? Là aussi on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov dans tous ses états avec son invité David Lisnard, maire de Cannes, et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Yasmine qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yasmine. Bonjour Yasmine.
Bonjour à tous. Je souhaitais intervenir vis-à-vis des propos de David Lisnard sur la lourdeur de l'administration à laquelle j'appartiens, puisque je suis enseignante en lycée professionnel. Oui. Et je constate de jour en jour la déconnexion totale vis-à-vis de la formation et de l'entreprise. Alors je suis désolée, j'ai vraiment un écho et c'est difficile pour moi de parler en même temps. J'ai un retour. Écoutez, oui. nous, en tout cas, on vous entend très bien. On n'a pas d'écho, je ne sais pas. Thibaut, si on peut enlever l'écho de... Mais écoutez, Yasmine, nous, on vous entend très bien et les auditeurs vous entendent très bien. Voilà. C'est l'essentiel. Alors, en fait, oui, voilà, la déconnexion entre la formation professionnelle et l'entreprise. Alors, du fait de la lourdeur administrative, bien sûr, hein, et puis sa rigidité. Parce que dès qu'on veut innover, bouger un peu les lignes, c'est très difficile. Et puis, on dérange plutôt qu'autre chose. Vous le voyez, vous, dans votre pratique d'enseignante ? Oui, totalement. Dès qu'on veut mettre en place ou qu'on propose, ne serait-ce que proposer, des projets ou des solutions de façon à ce que le jeune qui est en apprentissage puisse bénéficier vraiment d'une expérience de terrain et qu'elle soit en relais dans le centre de formation, c'est assez difficile. Surtout que je côtoie des collègues, bien sûr, hein, qui enseignent en matière générale ou matière professionnelle d'ailleurs, et qui, eux, n'ont jamais vécu ne serait-ce que une expérience en entreprise. Ah oui, d'accord, qui n'ont jamais connu ça. Ouais. Voilà, pour certains même, ils n'ont fait que bouger dans l'enceinte de la classe, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'endroit entre l'endroit où ils étaient assis en tant qu'écoliers, je dirais, ou étudiants, et puis voilà. Oui, dans le même établissement, quoi, pratiquement. Ouais, c'est ça. Parfois. D'accord. Non, je comprends. Donc, et je ne vois pas, enfin, il y aurait bien sûr des solutions, on peut changer les choses, mais c'est très difficile et c'est vrai que c'est une machine qui est lourde et que j'ai parfois l'impression d'être complètement déconnecté du terrain et le jeune se retrouve au milieu, l'humain se retrouve au milieu de tout ça et c'est vrai qu'il y a un discours qui diverge et que la formation professionnelle est parfois en déconnexion par rapport au terrain. Ça, c'est voilà. D'accord. David Lisnard. Non, mais merci madame de ce témoignage, mais bon, je pense qu'il y a des établissements quand même où il y a des initiatives, je vois des projets qui sont réalisés, y compris dans des LEP, dans des lycées d'enseignement professionnel. Mais j'entends votre témoignage et j'y vois un appel effectivement à apporter plus de créativité. Après, ce qu'il y a derrière tout ça aussi, c'est une question qui fâche, hein, c'est le statut de la fonction publique dans certaines professions. Est-ce qu'il faut un statut de fonction publique sur des postes d'enseignants ? C'est une question. Voilà. Alors c'est un débat qu'on a du mal à poser en France. Il y a peut-être d'autres formes de récompense, de management, d'incitation dans les métiers, donc d'appel à la créativité plutôt que des carrières où on progresse d'autant mieux qu'on ne fait pas de vagues, qu'on ne trouble pas la hiérarchie, qu'on n'émet pas d'opinion particulière, et on attend tranquillement l'ancienneté ou par copinage. Voilà, c'est des questions qu'il faudra un jour poser. En fait, le vrai syndrome en France, et d'ailleurs dans d'autres pays, mais en France c'est très particulier, c'est le côté à la fois monarchie, j'allais dire monarchie bananière, mais bon, enfin monarchie, et les Ménines de Velasquez. C'est-à-dire on se retrouve entre soi, on se congratule, on se coagule, et on est entre soi. Et cet entre-soi est terrifiant quand même en France. Il est là. C'est ce que disait votre premier auditeur, Dominique, de mémoire. Je pense que pour vraiment régénérer la fonction publique, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de passerelles du privé vers le public. L'ENA devrait être une espèce d'école de formation continue. Mais pourquoi une seule école pour former la haute administration ? Oui, d'ailleurs. Pareil pour l'ENM, qui est qu'une école de magistrats. Vous vous rendez compte comme ça cultive l'entre-soi, comme ça fossilise les professions. Il faudrait que ça soit même régionalisé, presque. Et je pense qu'un des plus grands scandales qu'il y a eu ces dernières années en France, je trouve qu'on ne l'évoque pas assez, c'est le mur des cons. Le service de la justice est une des plus belles actions
Bon, c'est un ministère qui manque de moyens. Il faut redonner du moyen aux régaliens, donc à la justice. Mais avoir des magistrats, des gens qui ont été formés pour rendre la justice, pour instruire à charge et à décharge, et qui ont épinglé des personnes sur un mur, des politiques, des administratifs, des chefs d'entreprise, le père d'une victime. Je trouve que c'est abominable. Et je pense qu'une des réformes aussi serait que peut-être qu'il y ait plusieurs écoles de la magistrature et plusieurs formes d'accès à la magistrature. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au système anglo-saxon ou américain à l'élection, mais là aussi c'est un débat il faut poser qui doit le problème. prospérer. Il doit être posé le problème, oui. Allez, on continue de faire un petit tour au standard. On donne la parole à Christophe qui nous appelle de Paris. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Très bien, très bien. Bon, enchanté, je vous remercie infiniment de me donner la parole dans cette émission que j'apprécie particulièrement. Merci. Et à cette occasion, aussi de me permettre d'évoquer un sujet qui est un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant 25 ans, oui. Et pour lequel j'ai monté une structure d'accompagnement depuis plus d'une dizaine d'années. Il se trouve que j'accompagne beaucoup de collectivités, mais aussi des entreprises privées, sur un domaine qui est très particulier, qui est un petit peu maltraité en France, qui est le management des hommes. Voilà. C'est-à-dire pas le management qu'on apprend dans les grandes écoles de management. Et pour le coup, il se trouve que j'accompagne beaucoup de gens qui ont fait l'ENA, mais aussi l'INET, parce que M. Linard a un peu oublié l'INET dans les grandes écoles pour les hauts fonctionnaires, mais qui est la même chose que l'ENA, enfin presque la même chose que l'ENA, mais dédiée à la territoriale. Bref. Et en fait, même dans ces grandes écoles-là, on n'apprend pas ce métier à part entière qui est le management des hommes. Et alors pourquoi j'ai tenu à intervenir, c'est que j'ai entendu Dominique, et je partage beaucoup des idées que Dominique a évoquées sur l'idée de faire des passerelles entre le public et le privé, d'avoir des gens qui ont de l'expérience, j'entends bien. Il se trouve quand même que j'accompagne des gens qui viennent du privé, du public, je travaille beaucoup dans le privé aussi, et qui ont parfois 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, dont 20 ans de management, et qui font très mal ce job-là. Je trouve qu'il nous manque quelque chose, et c'est plus que public-privé, c'est français, c'est franco-français. Mais ils font très mal, pourquoi justement ? Parce que c'est un métier c'est un métier qui a du fond, si vous voulez. Pour donner un exemple que je donne souvent, qui est facile à comprendre, c'est que vous avez un mécanicien dans un atelier qui travaille, qui écoute le bruit d'un moteur, qui sait où est la panne, et qui depuis 25 ans travaille très très bien à réparer les moteurs très vite. Il est toujours là à l'heure le matin, il est parfaitement là, et on lui dit « Bravo monsieur, vous allez devenir le chef d'atelier ». Sauf que parler à des hommes, c'est pas parler à un moteur. Et ça, c'est une problématique qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas identifié que le management des gens pour qu'ils s'épanouissent au travail est un métier à part entière qui s'apprend avec des choses. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de cursus dédiés à ce métier-là, et qui en fait n'a pas travaillé sur le fond de ce métier et qui passe à côté des vrais sujets. Et j'accompagne encore une fois des DGA, des DGS en grosse difficulté. Vous parlez de la dimension humaine, enfin qu'il ne faut pas oublier la dimension humaine au sens individu, psychologie, mentalité, etc. du terme, quoi. L'individu, exactement. Un manager manage des individus avec des individualités, et pour avoir affaire à des maires assez souvent, je vois bien la démarche de M. Linard, et pour le coup je le suis en plus depuis longtemps sur Twitter, donc j'ai bien compris et j'approuve, et je pense que d'instinct peut-être a-t-il été bien formé, mais en tout cas d'instinct, il y a une évidente connaissance du métier de manager, de comment on fait pour que les gens s'épanouissent au travail. Et pour moi le secret il est là en fait, parce qu'en fait ce ne sont que les hommes qui travaillent pour David Linard qui font ce que David Linard est aujourd'hui. Donc voilà. Oui. Et je suis sûr qu'il approuvera ça, parce que j'en suis persuadé par rapport à son discours. Merci Christophe. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. En fait, je crois qu'effectivement, on sait très bien que l'humain est au centre du problème, et je crois que de toute façon, un bon chef, quel qu'il soit, est un chef qui sait s'entourer et qui sait surtout valoriser les gens autour de lui, c'est évident. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. André Berkoff et David Lisnard sont encore avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Mais les carottes ne sont pas tout à fait cuites encore ici, chez André Berkoff avec David Lisnard. Et d'ailleurs, vous nous appelez et vous revendiquez justement vos droits au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Sophie qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sophie. Bonjour à vous, bonjour messieurs, dames.
Moi, j'appelais par rapport en fait aux deux intervenants de ce matin, parce que je fais le lien entre la vaccination et Monsieur David Lisnard qui est là en ce moment. Oui. Parce que je trouve que ça a un lien, c'est-à-dire que quand on dit plus de légitimité, des libertés individuelles par rapport au vaccin, je trouve que ça a autant un rapport avec l'un des intervenants qu'avec l'autre. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis pour la vaccination en général, parce que ça a eu énormément d'effets positifs. Je veux Tout dire, à fait. On est bien d'accord. C'est bien de le rappeler. Enfin, je n'ai rien contre la vaccination en général, seulement ce vaccin-là, en l'occurrence celui du Covid-19, me fait énormément peur du fait qu'il arrive, qu'il est tout nouveau, on nous parle de nouvelles sciences, on n'a aucun recul. On ne peut pas parler de 6 mois comme d'un recul sur un vaccin. J'ai mon père qui a fait la guerre de l'Algérie et qui dit tout d'un coup « je vais me faire vacciner » et moi ça me fout les pétoches comme pas possible. On me dirait « il faut le faire à vos enfants » comme on l'a dit il y a quelques années avec les 11 vaccins d'office pour la petite enfance où j'ai été totalement contre malgré que je sois infirmière parce qu'on n'avait pas de recul non plus vis-à-vis de ça. Donc oui, moi je suis en recul par rapport à tout ça. Parce que je trouve que justement le recul scientifique n'est pas là. Mais par rapport au droit à liberté et à ce que justement le maire disait tout à l'heure, il y a des choses à faire rapport, c'est-à-dire que au niveau de la responsabilité politique et au niveau de la responsabilité de chacun, il y a énormément à faire. C'est pas que parce qu'on a élu par exemple un député ou un maire qu'après on peut dire allez c'est bon, je le laisse faire, je le laisse gérer. Et puis on verra dans 5 ans ou 6 ans. Ouais. Voilà. S'il y a quelque chose de déconnant, il faut qu'on sache en tant que citoyen réagir. Moi-même en tant que citoyenne qui ai déménagé il n'y a pas longtemps en Loire-Atlantique, j'ai convoqué, enfin j'ai pas convoqué, pardon, j'ai envoyé un email tout simplement à mon député pour savoir ce qu'il en était au niveau des vaccinations. Et au niveau du vaccin, j'ai appris qu'en date du 30 novembre minuit, il y avait un référendum qui s'était fait, enfin il y avait une consultation publique, mais au niveau des personnes qui étaient en capacité de vacciner, donc les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, en l'occurrence maintenant, qui devaient être faits. Là où on nous parle de vaccination de plus en plus, sans avoir d'antécédents, sans avoir dépioter tous les avis qui avaient été répétés. Ouais. D'autant plus, je vous interromps 30 secondes, d'autant plus qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ce que disait Christian Perron, le professeur Perron, c'est qu'il y a une thérapie génique là. Enfin, il y a l'introduction effectivement de la génétique et du génétiquement modifié. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais et totalement dangereux, mais il dit ça demande et vraie réflexion. C'est pas les vaccins comme la grippe, etc. où on introduit le virus et on fait l'immunité, c'est autre chose. Et donc, effectivement, c'est à réfléchir. Ouais. Mais d'où ça qui est important, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire et que certaines fois, un pharmacien qui n'était pas jusqu'à présent adepte à vacciner n'a pas la formation pour. Il n'a pas le recul pour, même si la formation de vous dire il y aura peut-être ça ou ceci en effet secondaire. Là, il n'est même pas en capacité de ce référendum dont vous parlez le 30, ça s'est passé où et quand ? Alors, moi, ce dont je vous parle, c'est un email que j'ai reçu de mon député. D'accord. Qui me dit, alors là, je vous le lis texto et en direct. Hein, non, oui, allez-y. Non, c'est juste pour savoir si c'est national ou c'est local. Ah non, c'est pas local, c'est national. Référendum. C'est national. Ah, ouais. Il y a eu en fait, c'est une demande au niveau national de toutes les personnes qui étaient en capacité de vacciner et qui avaient droit à consultation, mais seulement tout le monde ne l'a malheureusement pas eu. Et l'Assemblée nationale devait, au-delà de ça, prendre ses dispositions vis-à-vis de l'obligation de la vaccination. Sachant que c'était compliqué vis-à-vis d'eux, me disait mon député, sachant que de toute façon, rien qu'au niveau des quantités, on était dans l'impossibilité de vacciner tout le monde. On devait être réaliste. Donc là, ça va se faire sur les âgés et les personnes fragiles, mais comme disait Monsieur Perron, enfin le docteur Perron, pardon, tout à l'heure, pas le recul nécessaire. Mais je pense qu'autant au niveau médical qu'au niveau de nos politiques, donc là en l'occurrence Monsieur le maire qui est là présent, il n'a pas non plus le recul nécessaire pour donner valorisation ou valeur à des choses qui vont être dites ou décidées à plus haut niveau. Et qui n'ont aucun recul. Enfin, Vous parlez toujours du vaccin, là. Vous parlez toujours du vaccin, je comprends. Vaccin, mais du droit de chacun, du droit du citoyen qui a voté pour quelqu'un, pour un maire, pour un député ou pour qui que ce soit, pour prendre ses responsabilités, mais qu'individuellement derrière ça, on serait peut-être dans l'incapacité de dire non, attendez, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas.
Je comprends. Et c'est ma liberté, à vous, vous dites, c'est ma liberté de ne pas vouloir et de refuser si j'estime en conscience qu'on n'est pas prêt. C'est ça, grosso modo. Grosso modo, parce que c'est même pas que en conscience, c'est vis-à-vis aussi de toutes les recherches qui ont été faites, tout ce qui a été publié, si on va le chercher au-delà des médias mainstream, par exemple. D'accord. David Lisnard, c'est vrai que ça pose, bon, c'est presque philosophique ce que dit, mais c'est une vraie question. C'est où commence, où s'arrête le consentement? Non, mais oui, je vais vous dire, d'abord, il faut quand même rappeler qu'il a été dit par l'exécutif, que je n'hésite pas à critiquer par ailleurs quand je trouve qu'il fait des bêtises, mais que le vaccin n'était pas obligatoire. Absolument. 2, il faut rappeler que le principe de la vaccination, lorsque tout est vérifié, est bon et très positif, que c'est un progrès scientifique fantastique qui préserve des centaines de millions de vies dans le monde. Troisièmement, là, on est sur une situation nouvelle, avec des intérêts économiques, mais aussi avec des scientifiques qui ont travaillé d'arrache-pied et qui proposent une solution. Donc on peut estimer en conscience qu'il n'y a pas assez de recul ou pas. L'ordre public, toute la difficulté, elle vient entre l'arbitrage de la dangerosité de la maladie et l'arbitrage entre l'injection d'une substance nouvelle. Moi, j'ai tendance, je le dis, alors je sais que je vais encore me faire tomber dessus, mais là, pour le coup, à faire confiance aux agences de pharmacologie qui analysent le vaccin, etc. Donc, à partir du moment où il n'est pas rendu obligatoire de toute façon, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas à disposition de façon suffisante sur le plan quantitatif. De toute façon, bon, voilà, la messe est dite, le problème est réglé. Ben, chacun fera ce qu'il veut et Madame Sophie de mémoire fera ce qu'elle souhaite. Ceci étant, je trouve que ça révèle quand même une défiance à l'égard de la science qui est croissante. Voilà. Oui, qui est croissante, mais vous savez pourquoi? Alors là, oui, bien sûr, mais on peut en parler pendant des heures. C'est les contradictions qu'il y a eu entre depuis 6 mois. Mais la liberté, c'est aussi la responsabilité. Et sur des moyens d'ordre public, eh bien, les règles, c'est pour ça qu'on met des feux rouges. Parfois, on entrave une liberté individuelle parce qu'on estime que si on laissait passer une voiture tout le temps ici, il y aurait une dangerosité. Donc, voilà, c'est toujours l'équilibre entre liberté mais et la vie est une question d'équilibre. Mais on peut peut-être citer à ce sujet Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, qui a fait une interview dans Usine Nouvelle il y a quelques jours sur ce vaccin de thérapie génique et qui dit on l'accepte en général cette thérapie génique pour soigner des maladies graves, mais là la mortalité du Covid n'est que de 0,5% et donc pour lui il attendrait encore un petit peu. C'est tout le débat. On en était sur le débat. Et c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire aussi d'ailleurs, je pense. Allez, on retourne au standard, on donne la parole à Arnaud d'Ille-et-Vilaine. Arnaud, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Moi qui écoutais plus la radio depuis des années parce que j'en avais un petit peu marre qu'on me raconte tout et n'importe quoi. Donc grâce à vous, j'écoute de nouveau la radio et c'est un plaisir. Merci. Voilà, Merci. donc moi j'appelais pour la gestion de la crise générale, pour le vaccin, tout le battage. Donc pour répondre aussi pourquoi les personnes ont un petit peu de... J'entendais monsieur Lisnard qui disait oui, il faut reprendre, faut que les gens aient confiance quand même en la science et tout. Donc moi il n'y a pas de souci, j'ai confiance en la science et tout. Mais le problème c'est que quand on voit le battage qui a été fait avec le professeur Perron, Didier Raoult, comme quoi c'était presque des criminels de prescrire l'hydroxychloroquine et compagnie. Donc voilà, donc déjà ça. Donc moi personnellement la science ça vous a un peu refroidi quoi. Non mais voilà, la science d'accord, mais les lobbies qui sont derrière, en faisant quelques recherches sur des médias classiques, même chez les reportages sur Arte, on regarde et tout, on sait très bien que voilà quoi, l'argent est la priorité. Donc je voulais parler aussi des pauvres personnes âgées qui sont en EHPAD et tout, à qui on bourre le mou toute la journée à la télé, on leur fait peur et tout, et que maintenant on va leur proposer un vaccin, donc forcément évidemment ils vont le faire. Et je trouve ça tellement triste. Et voilà. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites. En fait, le problème, et c'est vrai, David Lisnard, pour revenir, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais c'est vrai que l'histoire de Raoult et de l'hydroxychloroquine, on peut penser ce qu'on veut, mais au-delà de la personnalité de Raoult, tout ça, c'est vrai que l'histoire, je pense que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, qui était employée depuis 70 ans, etc., qui a été amenée au stade de substance vénéneuse, et ça, en tout cas, provoqué chez les gens, ils n'ont pas compris. Bien sûr. Après, on peut dire que c'est pas valable pour le Covid ou pas, j'en sais rien. Je suis pas médecin, donc moi je ne me prononcerai pas.
du tout, mais enfin, voilà, il y a quand même un problème. Moi non plus. Et enfin, vous savez, sur les personnes en EHPAD, moi je visite des EHPAD, j'ai vu des EHPAD avec des clusters de Covid-19. Je ne surévalue pas du tout la maladie. Si vous suivez ce que je dis depuis des mois, je pense qu'il faut être vigilant, il faut être rigoureux, mais c'est pas la peste noire ou le choléra, mais c'est une maladie quand même lourde et grave, avec des conséquences. Et j'ai vu des dizaines de personnes partir de cette maladie. Quels sont les risques? Il n'y a pas de pureté. Vous savez, la pureté n'existe pas. C'est difficile de comprendre ça, mais pour nous, parce qu'on aimerait avoir toujours des solutions immédiates, rapides, parfaites. Et puis blanches ou noires. Et blanches ou noires, manichéennes. Quels sont aujourd'hui les risques, les effets secondaires potentiels des vaccins tels qu'ils ont été, ou des thérapies, parce qu'il y a aussi un débat sémantique là-dessus, est-ce que c'est un vaccin ou est-ce que c'est une thérapie, tels qu'ils ont été définis. Pour l'instant, ils sont cutanés, ils sont pas pulmonaires, ils semblent moins lourds que la capacité de choper la maladie, si vous me passez l'expression un peu simple, lorsqu'on est très âgé. Donc, c'est des décisions dans l'immédiat, et c'est les décisions les plus difficiles. Et c'est des décisions, ce qui font aussi toute la grandeur du politique. On critique toujours ça, mais la politique, c'est de prendre des décisions dans la crise, dans le moment. Et en l'occurrence, posons-nous la question si on devait choisir pour notre mère ou notre père entre attraper à plus de 80 ans la Covid ou prendre le vaccin, chacun répondra en conscience. Voilà. Et bien c'est sur cette conscience que nous arrêtons cette émission. Merci David Lisnard. Merci beaucoup David Lisnard. Je rappelle, maire de Cannes et vice-président et porte-parole de l'Association des maires de France. Merci à vous André Berkoff. Et amoureux de Romain Gary. Oui. Et voilà, à noter, amoureux de Romain Gary. André Berkoff, on vous retrouve demain à midi. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube. Et puis demain, on parle du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le cynique, c'est l'oncle Claude Berthelot. À demain.